Bonjour à tous. Il y a quelques instants, vous avez suivi la une des journaux via notre canal. C'est l'heure maintenant de passer au décryptage des faits marquants de l'actualité. Vous le savez, ce week-end a démarré la tournée gouvernementale de reddition de comptes. Les membres du gouvernement ainsi que différents acteurs se sont portés sur le terrain pour aller expliquer aux populations les différentes réalisations du gouvernement et se projeter certainement sur les perspectives. Il y a aussi qu'au niveau de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, nos collègues et confrères veulent se faire représenter, qui pour se faire élire, qui pour se faire réélire. Ils sont donc à la conquête de l'électorat, constitué essentiellement des professionnels des médias. Nous en parlerons également dans cette émission. Et puis, vous le savez aussi, le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Ngouedji, en fin de semaine, au détour d'une rencontre avec la presse, s'est entretenu avec les professionnels des médias. Il a levé un coin de voile sur ce qu'il convient d'appeler démission ou absence du ministre en charge de la culture, Jean-Michel Abimbola. On parlera aussi de sa réaction dans cette tribune, ce décryptage numéro de ce lundi 27 mai 2024 qui reçoit pour vous Joël Samson Bossou. Bonjour. Et bonjour Stan, bonjour aux téléspectateurs de Prime News TV. Exactement. Plaisir renouvelé de vous recevoir, une première sur cette émission. Merci beaucoup. Oui, c'est une première. Je salue toute l'équipe. Je vous souhaite longue vie. Amen. Merci beaucoup, puisque c'est une très bonne prière. Je rappelle que vous êtes journaliste, écrivain aussi. Oui, je suis journaliste, écrivain, auteur de l'ouvrage Lève-vous et là de l'amour. C'est un roman édité en 2011. D'accord, super. Merci beaucoup. Alors, parlons déjà de nous-mêmes. Élection au niveau des professionnels des médias. On sait que le 9 juin prochain, on ira aux urnes pour élire, bien sûr, parmi nos confrères, ceux-là qui vont nous représenter pour la prochaine mandature. La campagne a démarré déjà il y a quelques jours. Quelle est votre analyse globale du début de campagne au niveau des professionnels des médias? Oui, effectivement, comme vous l'avez dit, la campagne a démarré il y a quelques jours et ça se passe très bien. Je crois que c'est l'effervescence au niveau des professionnels des médias, au niveau des staffs des différents candidats. C'est l'effervescence et ça se déroule très bien. On a noté une belle ambiance de campagne. Ça se déroule de façon bien organisée, bien en responsable, puisque nous, professionnels des médias, nous sommes quand même des donneurs de leçons et il faut quand même que quand il s'agit de nous-mêmes, nous puissions également faire comme ce que nous souhaitons au niveau des politiques. Et donc, ça se passe bien sans animosité. Je n'ai pas noté des propos déplacés au niveau des différents militants des candidats. Donc, les candidats sont sur le terrain, on les voit, sont sur le terrain, ils vont rencontrer la base, ils vont rencontrer les potentiels électeurs. La liste électorale est connue et donc ça se passe bien à leur niveau. L'idéal pour eux, c'est de pouvoir convaincre, donc faire passer leur programme, leur message, leur programme, leurs ambitions pour la presse béninoise. Donc voilà, dans l'ensemble, comment ça se passe. D'accord. Ça se passe plutôt globalement bien, vous l'avez dit. Il y a que, on a la catégorie presse écrite, la catégorie audiovisuelle, la catégorie des techniciens de l'audiovisuel aussi. On sait qu'il y a quand même des visages assez connus. On a Zakiat Latoundi qui est président de l'UPMB, Union des professionnels des médias du Bénin. On a Basile Chibozo qu'on connaît aussi. On a Franck Pochemé qu'on connaît aussi. On a Armand Honsou de l'ORTB, un aîné de l'ORTB, un ancien qu'on connaît aussi. Il y a aussi de nouveaux jeunes qui veulent faire leur expérience. Est-ce que ce n'est pas un combat entre deux générations qui va se mener sur le terrain? La génération des anciens, des aînés, et la génération des jeunes qui ont certainement quelque chose à prouver. Oui, quand on parle d'élection, c'est ouvert, et donc les conditions sont fixées. Il faut un certain nombre d'années d'expérience et donc j'estime que tous ceux qui sont en compétition, ils ont la carrure, c'est parce qu'ils ont la carrure pour le faire qu'ils ont déposé leur candidature et donc il n'y aura pas, c'est pas une guerre de génération. Il y en a qui sont
un peu vieux, qui ont déjà fait 25 ans de carrière, mais le minimum, c'est 15 ans de carrière. Et donc, je crois que ça se passe bien. Et c'est heureux aussi qu'il y ait des jeunes qui ambitionnent aller siéger à la RAC. Oui, parce qu'il faut renouveler le visage de la RAC. C'est très important en matière de démocratie. Il faut assurer aussi l'alternance. Donc, c'est très important. Donc, la particularité avec cette élection, c'est que on donne la possibilité aux anciens conseillers de rempiler. Et donc, il y a des conseillers, notamment, vous avez cité monsieur Franck Pochemet, qui est conseiller. Ama Onso, vous l'avez cité aussi, qui est conseiller. Et donc, qui ont la possibilité de remettre leur mandat en jeu, ce qui n'était pas le cas sous les autres mandatures. Monsieur, le confrère Edouard Leco n'a pas eu cette opportunité, Agapit Napoléon n'a pas eu cette opportunité, un certain nombre déjà qui sont passés par là n'ont pas eu cette opportunité, donc c'est une première et c'est grâce à la révision de la Constitution qui donne cette possibilité à ces candidats, à ces conseillers aussi de se représenter pour un autre mandat. Et donc c'est de bon augure. Je crois que ils auront la difficulté pour eux, c'est de pouvoir faire la reddition de comptes de ce qu'ils ont fait au cours des 5 dernières années. Donc, c'est ça surtout la difficulté à leur niveau. Qu'est-ce qu'ils ont pu faire? Les électeurs sont là pour apprécier. Et donc, les autres aussi, les nouveaux, c'est aussi de convaincre pour montrer que ceux qui avaient siégé, n'ont véritablement peut-être pas fait le travail, le job, et que eux ils en ont la capacité. Donc c'est ça qui fait que au niveau de la campagne il y a cette effervescence et il y a la guerre des idées qui a commencé. Oui, tout à fait. Parlant de guerre des idées, on se pose la question de savoir si aujourd'hui, ça ne ressemble pas à ce qu'on a l'habitude de voir sur le champ politique. Voilà, les invectives, parce que oui, tout le monde veut redorer le blason de la presse, des médias. Est-ce que c'est aujourd'hui qu'on se rend compte qu'il y a quand même des problèmes au niveau des médias? Il y en a, vous avez cité des noms qui sont là depuis un certain temps, qui savent quand même que nous avons des problèmes au niveau de la presse. Pourquoi ne les avoir pas résolus depuis? Et c'est maintenant qu'on se rend compte qu'il faut redorer le blason. Il y a l'expérience, il y a ceci. Tous les meilleurs slogans de la planète sortent au détour de ces élections. Est-ce que ça n'a pas un sentiment du déjà vu? Oui, ça a un sentiment de déjà vu aux yeux de nombre de professionnels des médias qui ont vu notamment un certain nombre de conseillers qui sont déjà passés à la RAC. J'en ai cité tout à l'heure, je ne vais pas revenir là-dessus. Donc, tous ceux-là n'ont rien pu faire. Mais c'est ce que les professionnels des médias doivent comprendre, c'est que la RAC est là pour réguler les médias. Et donc, quand un conseiller y va, c'est pas pour défendre la corporation en termes clairs. C'est pas pour défendre la corporation, mais c'est pour, disons, avoir un regard de régulation. Donc, ils sont là avec un certain nombre de politiques qui seront nommés par l'Assemblée et par le chef de l'État également. Et donc, ils n'ont qu'un regard d'expert à donner à ces politiques-là pour les prises de décision. Mais on peut défendre aussi la corporation quand on a été dans l'exercice et qu'on se retrouve au niveau de cette institution. Oui, exactement. On peut, dans les débats, proposer des choses pour défendre exactement. La corporation. C'est sûr qu'ils le font et que nous ne sommes pas dans le secret. On n'a pas ce sentiment que nous sommes suffisamment défendus quand ils vont là-bas. Ah oui, bon, peut-être qu'il y a des cas de dérapage, ils défendent et la RAC ferme les yeux sur certains cas de dérapage, on ne sait pas. Mais il y a des cas où il faut sanctionner pour donner l'exemple. Donc, ils jouent quand même leur rôle de façon chaude là. Le réel problème, c'est qu'il y a trop de problèmes au niveau de la presse et les attentes sont nombreuses et on se demande si vraiment il revient à la RAC vraiment de régler les problèmes des professionnels des médias. Et moi, là-dessus, je crois que je ne crois pas que la RAC puisse régler les problèmes des professionnels des médias au Bénin. D'accord. Qu'est-ce que les différents candidats proposent dans leur globalité? On les a vus un peu, on a lu quelques projets. Qu'est-ce qu'ils proposent de façon concrète pour les professionnels des médias à l'heure actuelle? Bon, j'ai suivi, je n'ai pas suivi tous les candidats. Pour ceux que vous avez suivis, je crois, le langage, c'est de permettre des meilleures conditions
de vie aux professionnels des médias, notamment les éléments listés dans la convention collective. Donc, c'est de pouvoir influencer les décideurs publics pour que un certain nombre de facilités aussi soient accordées aux professionnels des médias, notamment avec la carte de presse, parce que nous avons une carte de presse qui, dans la pratique, ne sert à rien. Et donc, il y a l'un des candidats qui propose que, avec la carte de presse, que pour voyager, par exemple, aller en France, aux États-Unis, etc. Donc, pour votre billet d'avion, qu'on vous fasse une réduction de 50%, parce que ça se passe ailleurs, il me semble, au Sénégal. Mais est-ce que ça, ce n'est pas un vœu pieux? En Côte d'Ivoire. Regardons dans la glace, Joël Samson Bossou. Est-ce que ce candidat, il n'est pas dans une autre planète en train de rêvasser pratiquement? Non, c'est de belles idées à notre avis. Si ça se passe sous d'autres cieux, puisque des exemples ont été donnés, Sénégal, Côte d'Ivoire, Togo, si ça se passe sous d'autres cieux, c'est bien de passer la puce à l'oreille des autorités pour que peut-être que les gens n'ont jamais pensé à ça. Donc il faut quelqu'un pour le dire et que ça se fasse. Moi j'attends de voir avant de croire, parce que pour moi c'est trop beau, ça paraît trop beau. C'est important. Pour être concrétisé. Oui, mais vous voyez, quand même, le journaliste est appelé à voyager, à couvrir un certain nombre d'événements. Et donc, il faut lui alléger un certain nombre, lui donner un certain nombre de facilités. Parce que là, il va pouvoir s'épanouir dans son métier. Oui. Sinon, on est limité à un moment donné. Vous savez, Joël Samson Bossou, pour nous qui avons quand même, on a fait quelques voyages, on a vu ce qui se passe ailleurs. Il y a même des frontières auxquelles vous arrivez quand vous êtes journaliste, ça ne passe pas. On a envie de vous bloquer, on a envie de vous créer tous les problèmes du monde parce qu'on estime que voilà, vous êtes journaliste et qui puisse être journaliste béninois, donc c'est compliqué. Est-ce que le problème ce n'est pas déjà à d'autres niveaux qu'il faut tenter de le résoudre, au niveau même des politiques qui viennent siéger au niveau de la RAC, leur donner l'information pour qu'ils sachent comment nous défendre. Oui, je crois que le chef de l'État, à son avènement au pouvoir, avait voulu d'une RAC purement pour les professionnels des médias. Oui, tout à fait. Donc pour ça, son premier projet de constitution, bien l'unique même projet de constitution qu'il a présenté, c'était introduit dedans pour que ça soit rien que les professionnels des médias siègent. Mais malheureusement, ce projet n'a pas été adopté et donc on reste dans l'ancienne formule. Et donc il a pris hâte et donc c'est à nous-mêmes de faire le lobbying pour que la RAC soit véritablement pour les professionnels des médias. Parce que quand il y a les politiques ne peuvent que raisonner en fonction de leurs intérêts. Donc, ils ne sont là à la RAC que pour la politique. Il y a la question de la représentativité aussi. Nous estimons à l'heure actuelle que les professionnels des médias ne sont pas suffisamment représentés au niveau de la RAC. Au nombre des conseillers, on est pratiquement minoritaire. Donc, cette question-là se pose aussi. Oui, donc c'est déjà à la base, à la configuration de la RAC que ça a été fait. Et donc c'est les politiques qui ont voulu avoir cet outil-là, à leur maîtriser ce pouvoir, parce que nous sommes le quatrième pouvoir. Et donc, la RAC constitue en quelque sorte un instrument pour les politiques d'avoir une certaine mainmise sur, ou bien de pouvoir canaliser les élans des professionnels des médias. Et donc, je crois que les professionnels, nous professionnels des médias, on a encore du pain sur la planche. Donc, c'est de réfléchir, de nous organiser, de faire des plaidoyers. Ce n'est que ça qu'on peut faire pour inverser la tendance actuelle. C'est ce qu'on pourra faire. Il y a des réalités à notre niveau. En tout cas, nous, on a fait le lobbying pour recevoir tous les candidats. J'espère bien qu'ils vont passer nous dire un peu ce qu'ils proposent comme alternative. On sait aujourd'hui que, regardons-nous dans la glace, il y a des professionnels des médias. Il y a de ces maisons des médias où les gens sont sans salaire. Ils vivent de ce qu'on appelle per diem, vulgairement sur le terrain. Il y a de ces professionnels des médias, vous finissez un reportage et ils se bagarrent pratiquement au niveau des stands de réception parce que ce n'est que ça.
il y a une image des professionnels des médias à retoiletter correctement si on veut vraiment aller loin. Alors, quand on a un tableau aussi sombre que ça, sans compter certains patrons de presse qui rendent la vie souvent très dure aux professionnels des médias et tout ce qui va avec, est-ce que vraiment ce combat est proche d'être gagné au regard de ce tableau-là? Oui, c'est ce que je disais. Ce combat, c'est au niveau des professionnels des médias que le combat doit être fait, parce que l'ARAC n'a pas vocation à organiser les professionnels des médias. L'ARAC est là pour réglementer tout ce qui se passe au plan médiatique. Donc, puisqu'il s'agit de l'espace public, et donc les pouvoirs publics doivent pouvoir réglementer. Mais ce qui concerne intrinsèquement les professionnels des médias, n'espérons pas l'ARAC. Et donc, c'est au niveau, parce que le métier aussi c'est libéral, c'est libéral. Et donc chaque entreprise se crée, c'est le privé et donc décide de sa gestion autonome. D'accord? Donc de ce point de vue, il y a une convention qui existe. Oui, maintenant, vous en avez parlé tout à l'heure, elle n'est pas souvent respectée. Voilà, parce qu'il n'y a pas une structure de veille. Il n'y a pas une structure de veille. L'UPMB n'est qu'une association, par exemple, de journalistes. Donc, l'UPMB est limité dans ses actions. Vous voyez? Et donc, les patrons de presse font à leur guise, c'est à la tête du client. Donc, ce n'est qu'un contrat que vous signez avec votre employeur. Et donc, dont les clauses sont conclues entre vous. Et donc, l'État ne maîtrise forcément pas les clauses. Et donc, s'il doit y avoir amélioration des conditions des professionnels des médias, ça doit être une lutte collective. Et donc, on n'est plus des professionnels des médias sans salaire, des professionnels des médias renvoyés sans préavis. Donc, on a du pain sur la planche. Et voilà, et c'est pour ça moi je propose qu'on ait plutôt l'ordre des professionnels des médias, l'ordre des journalistes du Bénin. Oui, donc on a besoin de ça. Vous voyez au niveau des avocats, ils ont leur ordre, les pharmaciens. Donc un certain nombre de corporations ont leur organisation et décident d'estiper des rangs, les brebis galeuses. Et donc si nous-mêmes nous avons l'ordre des journalistes du Bénin ou bien l'ordre des professionnels des médias du Bénin, je crois que un certain nombre de questions pour être réglé. Donc, n'importe qui ne peut plus se lever et dire que je suis journaliste. Il y aura des normes à remplir. Donc, ce ne sera plus une porte ouverte à tout le monde. Et donc, les dérives aussi, on n'en aura plus autant. Tout à fait. La convention collective, vivement que cela soit vraiment respecté parce que déjà, c'est une convention assez désuète, totalement dépassée, mais qui n'est pas respectée. Il y a assez de professionnels des médias aujourd'hui qui n'ont même pas de contrat avec les médias qui les emploient. Ça, c'est aussi une autre paire de manches. C'est assez compliqué, là. Mais je crois que le chef de l'État a conscience de cette situation. C'est pour ça qu'il a voulu des réformes et il a mandaté l'ARAC, je crois bien. Il a mandaté l'ARAC de bien vouloir faire des propositions de concert avec les associations des professionnels des médias. Donc de bien vouloir faire des propositions. Et je ne sais pas s'il a déjà sur sa table les propositions que les gens lui ont faites. Vivement, nous attendons cette réforme, parce que ce que le chef de l'État souhaite, c'est d'avoir des entreprises de presse. Donc, plusieurs petites entreprises puissent quand même se regrouper, qu'on ait des entreprises fortes pour pouvoir vraiment offrir de meilleures conditions de vie et de travail aux professionnels des médias. D'accord. On verra bien ce que ça va donner sur le terrain. En tout cas, ils y sont. Ils veulent nous convaincre. On verra bien à l'aune de cette campagne qui pourra nous convaincre dans ce lot-là et qui on va pouvoir choisir le 9 juin prochain. En attendant, c'est le gouvernement justement qui se déploie sur le terrain pour faire ce qu'on appelle une reddition de comptes, rendre compte de ses réalisations et peut-être se projeter sur les perspectives. On a vu cette tournée premièrement annoncée avait déjà été reportée. Finalement, cette fois, c'est la bonne. Ils ont démarré. On a vu un peu les images qui circulent. Est-ce opportun à cette étape-là, à moins de 2 ans de la fin d'un mandat présidentiel, de se porter sur le terrain et faire ce qu'on appelle une reddition de comptes? Est-ce que c'est opportun à ce moment précis? Ah oui, l'opportunité, c'est le chef de l'État qui décide de l'opportunité. Parce que c'est lui qui est à la manœuvre, c'est lui qui décide, c'est lui qui
sans le besoin de communiquer avec la base. Mais je crois que cette initiative, elle n'est pas la première. C'est pas la première. Je crois que sous le régime du président Yahya Boni, on avait eu ces genres de tournées de reddition de comptes où même on a eu ça sous le président Patrice Talon, sous le président à l'approche de 2021, oui, je crois. là c'était pour à l'approche des élections. Donc il a fait une tournée pour présenter ses actions au cours du quinquennat. Mais c'était lui-même qui faisait sa reddition de comptes. Mais cette fois-ci, c'est les ministres. Et donc ça rappelle la période où c'était le président Boni Yahi qui envoyait ses ministres sur le terrain, aller expliquer, des ministres et même des députés, des élus, aller sur le terrain, expliquer aux populations ses actions. Je crois, bon, à l'époque, il y avait du populisme autour, si bien qu'on n'avait pas vu le bien fondé de l'initiative. Mais si ce régime-là aussi adopte ce mode, je crois que c'est pertinent. C'est pertinent parce qu'il faut aller au contact des mandants. Il ne faut pas attendre la fin du quinquennat avant d'aller expliquer ce que l'on fait et recueillir aussi les problèmes ou bien les difficultés auxquelles les populations sont confrontées. Donc, je crois que c'est l'exercice que les membres du gouvernement veulent faire. C'est bien, moi, j'approuve cela parce que c'est pas bien qu'on attende forcément toute une année. Et toute une année, c'est l'exercice que le chef de l'État fait, c'est l'État de la nation. Donc, il fait un discours sur l'état de la nation, on ne lui pose pas de questions, et donc ça passe comme ça. Donc, c'est bien que les ministres aillent sur le terrain, s'expliquer, et que les populations leur posent des questions. Et aujourd'hui, le contexte est favorable à ça parce que nous avons un contexte de cherté de la vie. Donc, avec ce contexte de cherté de la vie, les populations méritent d'avoir des explications, des éléments de réponse. Qu'est-ce que vous faites? De la vie, il y a les coupures d'énergie électrique par endroit. Voilà, il y a aussi la situation avec le Niger qui est là et beaucoup d'autres choses sur lesquelles on peut avoir quand même des explications. Oui. Et effectivement, c'est bien que le ministre d'État sorte des 4 murs de son ministère et que les autres ministres aussi sortent des 4 murs de leur département ministériel pour aller parler de façon interactive avec les populations. Et là, je crois que c'est pédagogique. Et je crois que ça va rassurer. Ça va rassurer. Ils vont vraiment prendre note des doléances des populations. C'est surtout ça, moi, je souhaite. Et que ça soit. Oui. Est-ce qu'on peut être. Est-ce que justement, je rebondis sur votre chute. Est-ce qu'on a le sentiment que les propositions des populations seront prises en compte de leur retour sur le terrain? Bon, de toute façon, ça sera pris en compte. Je crois ça peut influencer les actions futures du gouvernement, parce que les membres du gouvernement étant au four et au moulin dans leur ministère à gérer les ateliers, à aller sur tel atelier, à aller sur tel événement, il y a des éléments de terrain qui leur échappent, et même si c'est leurs collaborateurs qui leur donnent les informations, peut-être qu'ils n'ont pas les vraies informations. Et donc, vous mettez en place des projets au profit des populations, mais vous ne savez pas comment ces projets-là sont vraiment gérés au profit des populations. Est-ce qu'il n'y a pas des difficultés? Donc, c'est le moment d'aller sur le terrain, de voir que dans la mise en œuvre de tel projet, il y a telle difficulté qui se pose. Et donc, il y aura des correctifs au niveau de chaque ministre. Je suis certain. D'accord. Oui. Attendons de voir une tournée qui est partie pour durer 2 semaines, pour ce qu'on nous a annoncé. On verra bien la suite. En attendant, on est pris par le temps. On va parler rapidement de la situation du ministre béninois de la Culture, Jean-Michel Abimbola, qui a été finalement clarifié par le porte-parole du gouvernement, que je cite, il dit « Abimbola est permissionnaire ». C'est ce que le porte-parole du gouvernement a dit. Je replante le décor du contexte. C'est que depuis quelques semaines déjà, depuis surtout la Biennale de Venise, je crois, en France, on n'a plus revu notre ministre en charge de la culture au devant de la scène, et beaucoup avaient susurré dans l'opinion que il y aurait eu des situations, et donc le porte-parole du gouvernement a clarifié cela en fin de semaine dernière. Le ministre de la Culture est permissionnaire. Est-ce que cette réponse vous a convaincu?
Bon, ce que moi je vais dire par rapport à ce sujet, il ne s'agit pas d'être convaincu ou pas. C'est-à-dire, le porte-parole, ce qu'il dit au sein de l'opinion, engage le gouvernement et donc engage l'État béninois. Et donc, je ne peux que me fier à ce que le porte-parole du gouvernement dit. Donc, en l'état, pour le moment, le ministre Abimbola n'est pas démissionnaire. Il n'a pas été démis de ses fonctions non plus. Et donc, on s'en tient à ça. Seulement, il dit qu'il est permissionnaire parce que il a sûrement des contraintes au plan personnel et donc peut-être que c'est cela qui justifie son absence à son ministère et donc il y a l'un de ses collègues qui a assuré son intérim et donc je crois que c'est dans l'ordre normal des choses, dans l'ordre normal du fonctionnement d'un gouvernement que cela se fait. Donc si ça se fait selon les règles en la matière, je crois qu'il n'y a pas à trouver des appréhensions du blâme. Non, je fais confiance à ce que le porte-parole du gouvernement a dit. Et mieux que ça, le chef de l'État, il a le pouvoir discrétionnaire de nommer ses ministres et de les démettre à tout moment. Et donc, cela ne pose aucun problème qu'ils disent, voilà, monsieur Abimbola, je décide maintenant de vous remercier et de confier la tâche à une autre personne. Oui, c'est son pouvoir. Et aussi, monsieur Abimbola, c'est son droit le plus absolu de dire, vraiment, monsieur le chef de l'État, par rapport à la tâche que vous m'avez confiée, je suis au regret de vous dire que je ne peux plus continuer. Et donc, ça s'arrête là et la vie continue, l'État continue. Oui, donc, la vie peut continuer, vous le dites de façon assez simple. Oui. Mais pourquoi, justement, dans l'opinion, certaines informations ont circulé quand on sait qu'il y a eu quand même certaines actualités récentes où des rumeurs ont fini par être confirmées. Donc, on se dit c'est peut-être le cas pour le ministre de la Culture aussi. Oui. De ce point de vue, au Bénin, la rumeur finit toujours par se confirmer. Tout à fait. La rumeur finit par se confirmer. Mais moi, je me dis, attendons que les choses se fassent. Oui, attendons parce que nous ne sommes pas dans les secrets des dieux. Attendons, observons-les. Et tant que le ministère fonctionne, nous, on n'a pas de soucis. C'est quand le ministère ne va pas fonctionner qu'il y aura des demandes, des explications à demander au gouvernement. Et donc, si tout fonctionne normalement, il n'y a pas de soucis à notre niveau. D'accord. Et si les problèmes personnels que le ministre doit affecter son département ministériel, nous, on va demander simplement au chef de l'État de procéder à son remplacement. Ce n'est pas nous qui avons demandé au chef de l'État de le nommer. Donc, Ah oui, mais sur un terrain de football, quand un joueur est blessé, va rester à la touche 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, mais le joueur lui-même demande souvent à être remplacé. Oui, mais s'il ne demande pas, mais à un moment donné, le coach doit constater que oui, mais sur le terrain, son équipe est malmenée, il faut du sang neuf. Donc, on procède à son remplacement simplement. D'accord. Nul n'est indispensable. Oui. D'accord, nul n'est indispensable. Merci déjà pour votre contribution à ce décryptage de ce matin. On va s'en arrêter là. Joël Samson Bosso, vous êtes journaliste, écrivain. Merci d'être passé. C'est à moi de vous remercier pour ce plaisir. C'était partagé. À la prochaine. Oui, merci beaucoup. À la prochaine. Merci à toutes les équipes techniques et de réalisation autour de ce programme que vous allez retrouver demain avec le même plaisir. Bonne journée à chacun et à tous.